Vous venez vous-même de poser une question et de donner votre vision. La phrase d'Emmanuel Macron, lancée face à Laurence Ferrari lors d'une conférence de presse très suivie, avait claqué comme une gifle médiatique. Quelques semaines plus tard, une autre phrase, plus ancienne, revenait hanter son image. « Je ne la reconnais pas », soufflait Absatoussi en parlant de la journaliste qu'elle avait connue autrement. Alors, derrière la femme de fer, derrière la présentatrice redoutée, derrière la voix devenue l'une des plus identifiables du débat politique français, que restait-il de l'intime, du fragile, du vrai? Et si, à 59 ans, Laurence Ferrari ne confirmait pas un scandale, mais quelque chose de plus dérangeant encore pour le public, le droit d'être enfin heureuse, sans se justifier. À 59 ans, Laurence Ferrari ne surgit pas du silence comme une héroïne de roman rose, ni comme une femme surprise au cœur d'une passion interdite. Le malentendu est là, et il est puissant. Pendant des années, autour d'elle, tout a été lu comme un indice, un sous-entendu, un calcul, un déplacement d'image. Chez certaines figures publiques, un sourire devient une stratégie, un mariage devient une opération, une stabilité devient un récit trop bien construit pour être honnête. Laurence Ferrari appartient à cette catégorie de femmes que le public ne regarde jamais innocemment. On ne la contemple pas, on l'interprète. On ne l'écoute pas seulement, on la soupçonne. Et c'est précisément pour cela que son aveu trouble autant. Car ce qu'elle semble assumer aujourd'hui n'est pas un nouvel homme tombé du ciel, ni une idylle née dans l'ombre, mais un bonheur conjugal devenu assez solide pour ne plus craindre les jugements. Il faut revenir au commencement pour comprendre pourquoi, chez elle, la lumière n'a jamais existé sans contre-champ. Laurence Ferrari est née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, dans une famille marquée à la fois par la discipline, la vie publique et un enracinement italien revendiqué. Fille de Gratien Ferrari, ancien élu UDF et principal de collège, elle grandit dans un univers où la parole compte, où la représentation sociale pèse, où l'on apprend vite à tenir son rang. Après un échec en première année de médecine, elle s'oriente vers la communication, étudie à l'EFAP à Lyon, puis obtient un DESS de communication politique et sociale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dès ses débuts, elle avance avec cette énergie particulière des femmes qui savent qu'elles ne seront jamais totalement pardonnées de réussir. Mais chez Laurence Ferrari, la biographie brillante porte très tôt une fracture que rien n'efface. En 1989, alors qu'elle n'a que 22 ans, sa mère meurt par suicide. Longtemps, ce drame restera comme une zone interdite, presque inaccessible, un noyau de douleur enfoui sous les couches successives de la carrière, de la télévision, des obligations, de la maîtrise. Des années plus tard, lorsqu'elle en parlera enfin, elle utilisera des mots d'une brutalité rare, évoquant une destruction totale. Ce n'est pas un détail de plus dans une vie connue. C'est sans doute la clé secrète de tout le reste. Car certaines femmes ne deviennent pas dures par goût du combat. Elles se durcissent parce qu'un jour, le monde s'est effondré sans prévenir, et qu'elles ont compris qu'il faudrait désormais tenir debout pour 2, pour 3, pour tout ce qui restait. Sa trajectoire médiatique, elle, ressemble à une ascension française au sens le plus classique et le plus cruel du terme. Pigiste, chroniqueuse, passage par LCI, France Info, TF1, puis le grand rendez-vous des années 2000 avec 7 à 8 qu'elle présente avec Thomas Hugues. À cette époque, le couple fascine. Ils incarnent quelque chose de propre, de maîtrisé, de télévisuel au meilleur sens du mot. La crédibilité, la complicité, la belle mécanique. Mais les vitrines qui rassurent le public sont souvent celles où les fissures avancent le plus silencieusement. Laurence Ferrari et Thomas Hugues se marient en 1993, ont 2 enfants, Baptiste et Laetitia, puis divorcent en 2007. Le récit officiel s'arrête là. Le récit médiatique, lui, se nourrit immédiatement d'arrière-plan, de calendrier, de suppositions, comme si une femme connue ne pouvait jamais changer de vie sans être aussitôt disséquée. Puis vient le basculement qui l'a fait entrer dans une autre dimension, le 20h de TF1. Le 25 août 2008, Laurence Ferrari devient la présentatrice du journal le plus exposé de France en remplacement de Patrick Poivre d'Arvor. Le symbole est immense. La charge aussi. Pendant 4 ans,
jusqu'au 31 mai 2012, elle tiendra cette place où l'on ne vous demande pas seulement de travailler, mais de rassurer un pays entier, chaque soir, en ayant l'air de ne jamais trembler. Pourtant, elle tremble sans doute plus qu'on ne l'a dit. Son arrivée se fait dans un climat tendu, son installation est scrutée, ses audiences commentées, son style comparé, sa légitimité contestée par certains. La femme qui apparaît à l'écran comme une professionnelle glacée vit alors l'une des séquences les plus violentes de la télévision française, celle où l'on vous offre le sommet à condition d'accepter d'y être seul. C'est aussi durant ces périodes agitées que notre récit s'écrit, beaucoup plus discret, beaucoup moins spectaculaire, et finalement plus durable que toutes les unes. Après une brève relation avec Richard Berry en 2008, Laurence Ferrari partage sa vie avec le violoniste Renaud Capuçon. Ils se marient le 3 juillet 2009 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. En 2010, naît leur fils, Elliot. Lui est né en janvier 1976, elle en juillet 1966. 9 ans d'écart, presque 10 selon les périodes de l'année. Un détail pour les gens heureux, mais un sujet inépuisable pour les observateurs. Car en France, on tolère volontiers les écarts d'âge quand l'homme est plus âgé. Lorsqu'une femme médiatique aime un homme plus jeune, on transforme vite l'évidence affective en anomalie sociale. Le couple Ferrari-Capuçon a traversé cela en silence, sans grand discours, sans mise en scène excessive, comme s'il avait compris très tôt qu'il n'existe aucune défense parfaite contre la curiosité publique, sinon la durée. Et c'est ici que se trouve le cœur de ton titre, le nœud dramatique, le point de bascule narratif. Non, Laurence Ferrari ne confirme pas une passion surgie d'hier, elle semble plutôt cesser de minimiser ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps, à savoir que cet amour-là n'était ni décoratif, ni provisoire, mais fondamental. Dans un paysage médiatique où l'on soupçonne toujours les couples puissants d'être des alliances de surface, leur longévité a fini par faire taire les commentaires les plus faciles. Mariée à Renaud Capuçon depuis 2009, mère d'Elliot, Laurence Ferrari a souvent laissé paraître, au fil des années, combien le soutien moral de son mari comptait pour elle, combien l'accord des sensibilités, l'écoute, la profondeur, la culture partagée constituaient chez eux une forme de refuge. On comprend alors pourquoi, à 59 ans, la question de l'écart d'âge lui paraît de moins en moins digne d'intérêt. Quand un couple a traversé les saisons, les critiques et les réinventions professionnelles, le chiffre cesse d'être une intrigue. Il ne reste que la qualité du lien. Mais Laurence Ferrari n'est pas une figure romanesque que l'on pourrait raconter uniquement par l'amour. Ce serait trop simple, trop doux, presque infidèle à ce qu'elle est devenue. Après TF1, elle entame une seconde vie médiatique, plus libre pour certains, plus rude pour d'autres. Elle anime Le Grand 8, Punchline, Tir croisé, puis s'installe durablement sur CNews et Europe 1. À partir de 2018, elle devient l'un des visages majeurs de Punchline et depuis septembre 2022, rédactrice en chef politique à Paris Match. Ce déplacement n'est pas seulement professionnel. Il modifie son image, sa voix, sa manière d'entrer dans la confrontation. Là où l'époque TF1 exigeait une autorité calme, la période CNews/Europe 1 révèle une journaliste plus offensive, plus tranchante, plus incarnée idéologiquement aux yeux d'une partie du public. C'est ici que commence le dossier le plus délicat de son parcours. La confusion, aux yeux de beaucoup, entre le style de Laurence Ferrari et la ligne éditoriale des médias qui l'emploient. En février 2024, Télérama lui consacrait une enquête sévère, décrivant son grand virage au sein de l'univers Bolloré, tandis que d'anciens proches y exprimaient leur sidération. Absatoussi, ex-chroniqueuse du Grand 8, allait jusqu'à dire qu'elle ne la reconnaissait plus. Dans le même temps, Le Monde revenait sur les critiques répétées visant CNews en matière de pluralisme et sur la décision du Conseil d'État, en février 2024, obligeant l'Arcom à réexaminer plus strictement le respect par la chaîne de ses obligations en la matière. Quelques mois plus tard, de nouvelles sanctions pécuniaires contre CNews rappelaient que les débats autour de l'honnêteté de l'information et de l'équilibre des points de vue n'étaient pas clos. Laurence Ferrari, qu'elle le veuille ou non, se retrouve donc au centre d'une contradiction française très contemporaine. Être à la fois une journaliste aguerrie, une intervieweuse redoutée,
est l'un des visages d'un écosystème médiatique accusé par ses détracteurs de brouiller la frontière entre information, opinion et mobilisation. L'un des épisodes les plus révélateurs survient en janvier 2024, lorsque Laurence Ferrari annonce à l'antenne que le logo de CNews est inversé pour témoigner de la solidarité de la chaîne avec les agriculteurs mobilisés. Le geste est spectaculaire, presque théâtral, et il frappe immédiatement les observateurs. Pour certains, c'est un signe de soutien assumé. Pour d'autres, un glissement troublant. Une chaîne d'information peut-elle ainsi afficher sa solidarité militante sans nourrir le soupçon de confusion entre couverture d'actualité et prise de parti? Toute la carrière récente de Laurence Ferrari semble tenir dans cette scène. Une femme très professionnelle, rompue au code du journalisme politique, choisit ou accepte une mise en scène qui redouble précisément les critiques adressées à son environnement médiatique. Elle ne devient pas seulement la présentatrice d'un débat, elle en devient le symbole. Ce rôle, elle le paie en réputation autant qu'il lui rapporte en visibilité. Les critiques ne visent pas seulement la chaîne, mais aussi sa manière d'interroger, sa dureté, ses relances acérées, cette façon d'aller au contact sans donner le sentiment de chercher le confort. Laurence Ferrari a souvent été remarquée pour ses échanges musclés avec des responsables politiques, y compris dans des séquences très sensibles autour du voile, de l'identité ou de l'autorité. Le Monde relevait déjà, en 2019, combien les plateaux de CNews étaient devenus des lieux de tension permanente autour de ces sujets, notamment après la polémique visant Julien Audoul et une mère voilée accompagnatrice de sorties scolaires. Dans cet univers, Ferrari s'est imposée non comme une présence secondaire, mais comme une femme capable de tenir la ligne de front, au risque d'être applaudie par les uns et rejetée par les autres. Ce n'est plus seulement du journalisme de présentation, c'est du journalisme de confrontation et parfois du journalisme de projection. Alors, que voit-on quand on regarde Laurence Ferrari aujourd'hui? Une transfuge? Une ambitieuse? Une survivante? Une journaliste devenue, selon ses détracteurs, le produit le plus sophistiqué d'un système idéologique? Ou bien une femme qui, après avoir connu le deuil, l'exposition, le divorce, la brutalité de la première chaîne, a fini par choisir sans honte l'endroit où sa puissance pouvait s'exprimer le plus pleinement. La vérité, peut-être, se loge dans l'inconfort entre toutes ces hypothèses, car les destins publics les plus troublants ne sont pas ceux qu'on peut absoudre ou condamner d'un seul geste, ce sont ceux qui forcent à penser contre ses propres réflexes. Il y a aussi, dans sa façon d'aimer, quelque chose qui éclaire sa façon d'être au monde. Une femme qui a connu la cassure originelle de la perte maternelle n'entre sans doute pas dans la famille comme dans un décor. Elle y entre comme on reconstruit un abri. Chez Laurence Ferrari, le bonheur n'a jamais eu le visage naïf du conte. Il ressemble plutôt à une citadelle patiemment consolidée. Renaud Capuçon, musicien immense mais homme plus discret médiatiquement qu'elle, semble avoir offert à cette citadelle ce qu'aucun plateau ne donne jamais. Du souffle, du retrait, de la durée, une autre temporalité que celle du scandale quotidien. Ce n'est pas un hasard si, chez tant de femmes exposées, la plus grande preuve d'amour n'est pas l'exhibition du couple, mais la possibilité d'exister ailleurs que dans le bruit. Et voilà pourquoi la formule selon laquelle elle serait aujourd'hui plus à l'aise pour admettre que la différence d'âge n'est pas un obstacle prend tout son sens. Il ne s'agit pas d'un slogan tardif ni d'un aveu mondain. C'est presque une prise de position existentielle. Pendant longtemps, on lui a demandé d'être impeccable, crédible, performante, mesurée, brillante, désirable sans être trop libre, forte sans être trop dure, visible sans devenir envahissante. À force d'être observée, Laurence Ferrari a appris la discipline de l'esquive. Mais il arrive un âge où esquiver devient plus fatigant qu'assumer. À 59 ans, il est possible qu'elle n'ait plus envie de minimiser ce qui la rend heureuse. Oui, son mari est plus jeune. Oui, ils ont construit une famille. Oui, elle semble trouver auprès de lui cette unité intérieure que tant d'existences médiatiques n'obtiennent jamais. Le paradoxe, c'est que cette confession supposée sur le bonheur ne l'adoucit pas forcément aux yeux du public. Chez une femme comme Laurence Ferrari, même la tendresse devient un élément à charge pour certains. On lui reprochera d'avoir changé,
d'avoir choisi son camp, d'avoir trop voulu durer, trop voulu gagner, trop voulu rester au centre. D'autres, au contraire, verront en elle une professionnelle implacable qui n'a jamais cessé d'avancer malgré les deuils, les sarcasmes et les métamorphoses du paysage audiovisuel. Dans les deux cas, on parlera d'elle comme d'un personnage. C'est sans doute le prix ultime de la célébrité. Même lorsque vous dites enfin quelque chose de simple, j'aime, je tiens, je suis heureuse. Le monde continue d'y chercher un secret plus sombre. Et pourtant, le secret peut être justement l'absence de secret. Pas de révélation explosive, pas d'amant caché, pas de coup de théâtre sentimental. Seulement une vérité plus subtile, donc plus difficile à vendre, mais plus profonde à raconter. L'idée qu'une femme dont la vie a souvent été racontée par les autres finit par reprendre la narration. Laurence Ferrari ne cesse pas seulement de nier, elle reprend possession du sens. Elle rappelle que derrière le masque de la journaliste offensive, derrière la figure contestée de CNews et d'Europe 1, derrière les critiques sur la ligne, les ambitions, les compromissions supposées, il existe aussi une femme qui a traversé des ruines intimes, qui a aimé une première fois, perdu, recommencé, bâti, tenu bon, et qui choisit désormais de ne plus présenter son bonheur comme une note de bas de page. C'est ce qui rend son histoire si française, et presque universelle. Une enfant de province devenue voix nationale. Une femme blessée, devenue silhouette d'autorité. Une star du 20h, devenue incarnation du débat clivant. Une épouse scrutée qui transforme la longévité conjugale en réponse silencieuse. Une professionnelle à qui l'on reproche sa dureté, alors que cette dureté est peut-être le nom socialement acceptable d'une immense capacité de survie. Chez Laurence Ferrari, tout semble contradictoire. Et c'est précisément cette contradiction qui fascine. Elle irrite parce qu'elle ne se laisse jamais réduire à une seule morale. Alors oui, on peut raconter Laurence Ferrari comme une femme de controverse, une personnalité de médias qui concentre sur elle les tensions de la France politique et audiovisuelle. On peut rappeler son passage majeur aux 20h de TF1, son tournant vers CNews et Europe 1, les critiques sur le pluralisme, le geste du logo inversé, les réserves de ses anciens collègues, la dureté de certains entretiens, les ambiguïtés d'un système médiatique où l'opinion et l'information s'affrontent parfois sur le même plateau. Tout cela est vrai, mais ce n'est pas tout. Car on peut aussi raconter une femme qui, après le vacarme, choisit de ne plus rougir d'un amour durable. Une femme qui, après les procès en images, accepte enfin de dire que l'écart d'âge n'est rien quand deux vies se soutiennent. Une femme qui ne prétend plus être invulnérable, seulement debout. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car chez Laurence Ferrari, même le bonheur semble avancer sous surveillance. Chaque sourire public, chaque mot sur sa famille, chaque apparition aux côtés de Renaud Capuçon paraît encore soumis à cette vieille question. Est-ce enfin la paix, ou seulement une trêve au milieu d'une vie passée sous tension? C'est peut-être là que réside la véritable force de cette femme. Non pas dans l'image lisse d'un conte tardif, mais dans sa capacité à préserver un noyau intime malgré les tempêtes, les critiques et les regards malveillants. À 59 ans, elle ne cherche plus à convaincre tout le monde. Elle semble simplement revendiquer le droit rare de vivre sans s'excuser. Et dans une époque obsédée par le soupçon, cette sérénité affichée devient presque une provocation. Si toi aussi tu veux découvrir d'autres destins bouleversants, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour la suite. Et peut-être est-ce cela, au fond, le plus grand retournement de son histoire. Laurence Ferrari a passé sa vie à poser des questions aux autres, à disséquer les récits publics, à forcer les aveux, à traquer les contradictions. Aujourd'hui, c'est son propre destin qui se lit comme une enquête. Mais une enquête dont la conclusion n'est ni un scandale, ni une chute. Plutôt une forme d'apaisement gagné de haute lutte. Dans un monde qui adore les révélations humiliantes, elle oppose une révélation presque insolente de simplicité. La stabilité existe, l'amour peut durer, et l'âge n'a pas toujours le dernier mot. Si cette histoire t'a captivé, laisse un like et abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes racontées sur les célébrités.